Si vous n'étiez pas avec nous ce matin, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier après-midi du 32e festival, du 32e festival Étonnant Voyageur, avec Pascal. À un moment, il faudra arrêter de compter, non? Parce que... non, on continue à compter. Bon, de toute façon, les années pèsent. Hein. On les sent quand même. Hein. Voilà, on va vous accueillir jusqu'à la fin de l'après-midi avec mon ami Pascal Jourdana. Je ne l'ai pas précisé, Pascal vient de Marseille. Il s'occupe d'un lieu qui s'appelle l'Amarelle, qui est une résidence d'auteurs. Et je crois que prochainement, il va se relancer dans l'édition, qui a été son métier premier. Bon, alors voilà. On a avec nous sur ce plateau Sylvain Coher, à côté de lui Samy Tchak, et puis à côté de nous Sophie Bessis, et nous allons parler de leur dernier livre paru. Et on va peut-être commencer par celui de Sylvain Coher. Alors c'est le plus ancien en fait, hein. Il n'est pas très récent quand même, on peut le dire, mais on ne l'avait pas encore traité ici. Sylvain Coher qui a reçu le prix Ouest France Étonnant Voyageur en 2015 pour son roman Nord-Nord-Ouest, et qui a intégré le jury depuis, et puis voilà, qui est toujours très actif dans ce jury. Sylvain écrit aussi pour le théâtre et l'opéra. Il a son dernier ouvrage dont nous allons parler, Vaincre à Rome, rend compte d'un exploit sportif légendaire, et j'ai envie de dire que c'est un peu un exploit littéraire aussi, l'écriture de ce livre. Alors au début, tu nous expliques pourquoi tu as choisi d'écrire sur ce livre. Tu regardes une émission à la télévision le soir en attendant le sommeil, et tu tombes sur une émission qui s'appelle Les légendes du sport, je crois. Je ne pourrais pas redonner le bonjour à tous. Je ne pourrais pas redonner le nom de l'émission parce que je l'ai oublié, mais en effet, c'est les fins de programmes de télévision où on voit défiler tous les grands sportifs, toutes les images qui ont marqué le sport. Et moi, je l'avoue platement, et beaucoup de mes connaissances sur ce sujet-là, je vois passer l'image d'un homme qui court pieds nus à Rome. Et dans un coin de carnet, je note son nom en me disant que j'ai envie de savoir qui c'est. Voilà. Oui. Et ce livre, tu l'as écrit quand tu étais en résidence à la Villa Médicis ? Et du coup, j'avais très envie d'aller à Rome, à la Villa Médicis, et je cherchais un projet romain. Et je ne vous ai pas dit juste avant qu'en plus d'avoir noté Abebe Bikila, point d'interrogation, j'avais marqué à Rome, parce que j'avais quand même vu que ça se passait à Rome. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà mon projet romain pour aller écrire à Rome. Je vais écrire l'histoire de cet inconnu. Tout le monde m'a dit que c'était pas très sérieux quand même comme sujet pour la Villa Médicis d'aller parler d'un marathonien. Et en fait, j'étais sélectionné sur ce projet-là. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre in situ, c'est-à-dire à Rome, mais en 2005, sur une course qui s'était passée en 1960, quasiment au même endroit. Pour pousser l'enquête le plus loin possible, est-ce que tu as couru sur les lieux où a couru ce marathonien, non pas à la même vitesse, non pas dans la durée, mais quand même? Et là, c'est le moment où je suis en train de me demander, est-ce que je suis honnête devant tous ces gens devant moi? Ou est-ce que je mens? Oui. Alors j'ai fait 2h20, donc c'est vrai que c'était pas un très bon score. Non, j'ai fait le parcours, enfin une partie du parcours, parce que il a une particularité, ce parcours en 1960, c'est que Rome est en train de profite de ces jeux pour montrer un visage accueillant, notamment pour les investisseurs financiers, pour chasser l'image de Mussolini et de la dictature, et entrer dans la modernité, c'est-à-dire quitter le cliché de la ville-musée sous ses ronces. Donc, ils ont fait pour la première fois un parcours de marathon qui ressemble un peu à un projet d'office de tourisme, avec non pas un circuit dans un stade avec un petit tour en ville et le retour au stade, mais entièrement un circuit en extérieur qui passe par le périphérique qui était tout neuf. Alors en 1960, aujourd'hui un périphérique, on se demande pourquoi c'est là. Enfin, à l'époque, c'est un signe de modernité. La route est toute neuve, le bitume est encore presque fumant. On a construit un aéroport, Fiumicino, pour les Jeux.
Et donc il y a ce parcours qui est un parcours particulier parce que ça va être les premiers Jeux olympiques qui vont être filmés en mondovision. Donc c'est un événement pour le sport, ça veut dire que tous les pays du monde vont pouvoir voir Rome. Et ce parcours est assez curieux comme ça. Donc il y a une partie du périphérique, il y a des rues qui ont été refaites, on passe par les Our, l'ancien quartier fasciste, mais où on a construit un stade flambant neuf. Et toute l'arrivée est sur la Via Appia, la voie romaine, et là on a vraiment tout le programme touristique pour Rome. Je ne sais pas si c'est courant aussi qu'il y ait un demi-tour de fait dans un marathon, parce que du coup, les premiers, ils vont croiser les pauvres derniers. Et c'est très dur pour les derniers, justement. Oui, c'est pour ça que je le dis gentiment, mais il y a quand même, on dirait, un programme d'office de tourisme. Tiens, on va emmener les caméras là. C'est de la communication. Puis là, on va, tant pis, bon, ils vont faire demi-tour, ce qui est complètement absurde. Vous êtes en train de courir, il y a des gens qui courent dans l'autre sens. Il fallait des gendarmes au bout, en plus, pour dire aux coureurs, c'est dans l'autre sens. Tout ça fait un peu rire aujourd'hui. On voit pourquoi ça a été fait. Ça reste un très beau parcours. Il y avait eu des plaintes des équipes, et notamment des équipes norvégiennes, russes, qui disaient Rome, un 10 septembre, il fait 50 degrés, nos sportifs, c'est pas juste, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc on leur avait aménagé un parcours en partie de nuit, à partir de 5 heures, il n'y avait pas de changement d'horaire. Et du coup, il y a une partie de nuit. Alors, dans une ville qui, il faut rappeler, Rome a été éclairée, les rues de Rome ont été éclairées en 2000 pour le jubilé. Donc en 1960, vous imaginez, c'était une ville qui vivait dans le noir la nuit, normalement, j'ai envie de dire. Et du coup, la bonne idée, c'était de mettre un militaire tous les 15 mètres avec un flambeau. Mais en même temps, il fallait que les flambeaux, il ne fallait pas qu'ils brûlent d'un coup. Donc on leur demandait d'éteindre le flambeau. Et quand ils voyaient arriver un coureur, quand la lumière précédente s'allumait, de rallumer le flambeau. Ce qui a donné des images aériennes très très belles, avec comme un serpent lumineux qui se promène comme ça sur la Via Appienne. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce jeune soldat du Négus, soldat de l'empereur Haïlé Sélassié, quelques années après les guerres coloniales entre l'Italie et l'Éthiopie, sujet que, comme tout bon écolier français, je ne connais absolument pas. En creusant petit à petit, en découvrant cette histoire-là, je me dis c'est quand même fabuleux. On a quand même un soldat éthiopien éclairé par la garde civile italienne au flambeau tous les 20 mètres et qui est en train de gagner des Jeux Olympiques devant toutes les équipes du monde. Même les journalistes ne connaissent pas son nom, on ne sait pas qui il est. Et en plus, il court pieds nus la nuit. Alors la Via Appia, moi je l'ai fait maintenant. On a mis un peu du gravier entre les blocs de tombes et les ornières. Parce qu'il faut faire passer les VTT. En 1960, j'ai retrouvé des photos d'archives. C'est vraiment un champ de mine. C'est-à-dire vous avez un bout de tombe romaine, puis après un trou, puis 2 ornières parce que la charrette passait là. Et il faut imaginer de nuit courir pour des sportifs de niveau olympique. Aucune assurance aujourd'hui ne validerait un parcours comme celui-là. C'est trop dangereux. Et ce type court pieds nus là-dedans. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que pardon, je suis parti. C'est bien. Mais la cerise sur le gâteau, c'est quand même, il arrive sous l'arc de Constantin, donc dans la ville. Et c'est l'endroit où Mussolini avait fait partir ses armées en disant nous allons régler le problème noir. En gros, les armées de Mussolini sont parties de l'endroit où ce jeune Éthiopien. Et là, je me dis que l'office de tourisme qui avait prévu son beau parcours, s'est pas dit une seule minute, tiens, c'est un Éthiopien qui va gagner, parce que c'est tellement énorme en termes de. Voilà, pour un romancier, c'est les moments où on se dit peut-être c'est trop. Et tu dis que ce jeune soldat, en fait, ce soldat, il est venu à Rome pour reprendre un combat gagné 20 ans plus tôt. Alors ça, c'est déformation de romancier, parce que je pense que lui n'était pas forcément dans ces enjeux-là. Voilà. C'était un peu tentant de lui faire dire. Ouais. Et puis symboliquement, c'est ce que ça a représenté. C'est-à-dire ce jeune soldat, il a représenté 2 choses distinctes. Une chose qui est très belle et qui est liée au marathon, et même si je ne cours pas, parce que tout à l'heure j'ai éludé la question finalement de est-ce que moi j'avais fait le parcours en courant ? Non, je pense que je l'ai fait avec une cigarette en m'arrêtant tous les 3 mètres en me demandant tiens, ça devait être dur de courir là. Mais j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est ça le problème quand on dit des bêtises. Les pensées du coureur, tu en étais là ? Oui, il ne pensait pas lui revenir. Voilà, lui n'avait pas de volonté politique, mais pour la moitié du monde, il faut voir ce que ça a été. C'est le premier champion africain aux Jeux Olympiques.
C'est-à-dire que 4 ans avant, à Melbourne, il commençait à y avoir des équipes africaines, mais là, il gagne sur une épreuve qui est l'épreuve titre. Le marathon représente le sport. Alors, on peut s'interroger pourquoi. Peut-être parce que c'est le sport qui nous ressemble le plus. C'est un sport pauvre, il suffit de 2 jambes et de beaucoup de volonté. Et il gagne pieds nus. Donc c'est à la fois une figure christique qui va marquer durablement le monde du sport, qui le marque encore. Si vous regardez ce film, qui est, pardon pour la référence, qui n'est pas une grande référence du 7e art, mais qui est Marathon Man, tout le générique, c'est pas Dustin Hoffman qui, pour le coup, est bankable au moment de la sortie du film, c'est Abebe Bikila qui court pieds nus à Rome. Faut imaginer le symbole que ça a été pour les sportifs. C'est presque un acte sportif premier. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de publicité. Vous avez un homme dans un petit short avec ses pieds nus qui court. Et l'autre chose, ça a été la volonté, en pleine période de décolonisation, 1960, c'est une date clé, et ça a été le symbole aussi de l'Afrique qui vient gagner pieds nus, là où, comme le dit Giono dans le texte que j'ai mis à la fin, là où tous les autres avaient été préparés, bichonnés, entraînés, et il y a ce jeune garçon qui arrive et qui coiffe tout le monde au poteau avec ses pieds nus, quoi. Et il dit en dansant, Giono, il arrive en dansant. Giono s'enflamme un peu. Oui, s'enflamme un peu. Mais là, est-ce que tu as eu du mal à trouver la manière de raconter cette histoire? Parce que là, on est dans la tête d'Abebe. On pense, enfin, on entend ses pensées, ce qui le motive. Il parle des gens qui l'ont entraîné, ce major suédois qu'il appelle papa. On voit les tactiques qu'on lui a suggérées. Il n'a pas de doute. Il va gagner. Moi, j'ai été obligé de reconstruire, parce que finalement, il n'y a pas. Mon travail documentaire était complexe pour moi, parce qu'il fallait que je me documente sur le sport en lui-même, sur la vie d'un athlète et sur ce bonhomme. C'est-à-dire, je suis ni éthiopien, ni sportif. J'avais plein d'inconnus. Et travailler la préparation de ce personnage. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Abebe Bikila, mais je vous conseille d'aller voir ne serait-ce que la page Wikipédia pour voir l'histoire tragique de ce sportif. C'est un roman à lui tout seul. Et moi, ça, quand je me suis retrouvé à Rome et que j'ai commencé de mon carnet où j'avais juste mis un point d'interrogation à côté d'un nom, je me suis dit, en fait, c'est un travail de journaliste ou de biographe, ce que je ne suis pas. C'était tentant d'aller écrire l'histoire d'Abebe Bikila. Il n'y avait qu'un livre qui existait en italien qui retraçait sa vie. Et puis, je me suis dit que ce n'était pas l'endroit où moi j'avais envie d'être. Et l'endroit où j'avais envie d'être, c'était avec ce corps qui courait. Et du coup, je me suis dit, je vais me restreindre à l'espace de la course, à ces 2 heures, quelques minutes, quelques secondes, et rester dans cet espace-là. Alors, c'était une belle idée, c'est des idées d'écrivain où on se dit, ouais, j'ai une idée formelle. Voilà. L'idée est belle, mais je suppose que pour la mettre en... Mais après, il fallait que je fasse tenir aussi un lecteur pendant 2 heures, voilà, avec juste un gars qui court. Et puis, j'ai fait beaucoup d'interviews de sportifs, de marathoniens, d'entraîneurs, de préparateurs. Et à un moment, je parlais avec un marathonien et à chaque fois, je lui posais 2 questions. C'était pourquoi vous courez? À ça, j'ai jamais eu de réponse vraiment. Ma deuxième question de naïf, c'était à quoi vous pensez quand vous courez? Et là, je commençais à voir dans mes carnets de notes 2 écoles qui s'opposaient, qui étaient l'une, je ne pense à rien quand je cours, et l'autre, de gens qui me parlaient de leurs pensées intimes, de tout ce temps, en fait, l'attente dans l'effort, mais quand même l'attente de la fin et tout ce qui passe par la tête. Et puis, il y a un marathonien qui me dit, mais vous savez, quand vous êtes dans votre douche, vous avez cette petite voix qui vous parle, vous êtes en train de vous laver, et puis, tiens, il faudrait que je rachète du sopalin, puis je ne sais pas ce qu'on mange ce soir, comme si vous étiez en dialogue avec vous-même. Et il me dit, moi, quand je cours, j'ai cette voix qui est à la fois la voix de mon père qui m'engueule, la voix de mon coach qui m'engueule, la voix de ma mère qui me rassure, et ces voix viennent me parler, et cette petite voix, c'est celle qui me fait courir. Et alors là, une fois qu'il m'avait dit ça, j'ai fait, dans mon carnet, j'ai marqué la petite voix, et du coup, j'avais le moyen, alors je suis un peu en train de parler cuisine en disant ça, mais le moyen de pouvoir faire entrer justement dans ce minuscule espace de temps dans la vie d'un homme qui fait qu'il passe d'un militaire inconnu à une figure légendaire planétaire en 2 heures.
Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse. J'adore cette idée de la bascule. Et en plus, avec un accompagnement qui pouvait me permettre de nourrir, moi, mon récit avec d'autres choses, quoi. Ah, tu as parlé de la mondiovision tout à l'heure. Ça ponctue de temps en temps le récit, le récit de ce que pensent les pensées d'ABB. Alors ça marche pas bien, hein, la mondiovision. Hein. Ils sont sans arrêt en train de s'appeler. Vous m'entendez, on comprend rien. Qui est qui voilà, ça marche pas très très fort. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est justement toutes ces pensées que vous prêtez à ABB. Ces pensées, par exemple, sur la tactique, il est très intelligent. Il sait qu'il ne faut pas se dévoiler tout de suite. Il court caché. Hein. Il y a tout un article, tout un parti où vous racontez qu'il court caché. Mais il y a aussi ce que vous dites sur, par exemple, sur la douleur. Les premières douleurs sont vives. Elles forment des arcs bleus et des grincements métalliques. Le goût de sang dans ma bouche est désagréable et la langue râpe bien plus sèche qu'un petit tas de cendres. C'est comme ça. J'ai les dents fichées comme des pieux dans les gencives pour mesurer la mystérieuse combustion de toute mon énergie intérieure. Où êtes-vous allé chercher tout ça, vous qui n'êtes pas coureur et qui vous ne souffrez pas, hein? J'imaginais la souffrance. Alors du coup, je suis très bien placé pour imaginer la souffrance. Voilà, moi qui au baccalauréat en athlétisme, on m'a dit d'arrêter au bout d'un demi-tour en me disant qu'on me mettrait la moyenne si j'arrêtais de courir, ce qui ne voulait pas faire venir le SAMU pendant une épreuve du bac. La souffrance, je vois, je comprends. Il fallait juste que je vois quel élément musculaire développe la souffrance. C'est pour ça que j'ai eu besoin de rencontrer beaucoup de sportifs. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas. On parle de quelle souffrance? Ce n'est pas la même souffrance, un footballeur. Il y a une petite phrase d'entraîneur qui dit le foot, c'est le turbo, le marathon, c'est le diesel. Donc, ce n'est pas les mêmes groupes musculaires qui sont sollicités. Et j'avais vraiment besoin de comprendre cette chose-là. Comprendre pourquoi ce type n'a fait aucune pause alors que les autres s'arrêtaient pour boire. Il faut imaginer, il fait, je ne sais plus, mais il fait vraiment très très chaud. Pourquoi il y a si je peux me permettre juste, le courir caché, je l'avais dans le courrier de l'entraîneur, dans les échanges qu'il avait eus, où 2 fois il dit je lui avais dit de courir caché. Et je trouvais ça assez beau, cette idée furtive du te montre pas. Et dans un premier temps, ralentissait même. Voilà, dans un premier temps, je me suis dit ce type était tellement conscient de la force de son poulain qu'il le freinait pour pas qu'il épate tout le monde. Ça, c'était ma première pensée. Puis en parlant avec un entraîneur, l'entraîneur, il sourit, il me dit, mais en 1960, tu mets un noir devant, ça s'appelle un lièvre dans le métier. C'est-à-dire que tous vont vouloir le rattraper parce qu'aucun ne voudra qu'un noir, un Africain, gagne le marathon olympique à Rome. Et alors cette idée, moi, elle m'a mis la chair de poule. Enfin, d'un seul coup, je comprenais aussi pour ce jeune homme les enjeux. Et en fait, à chaque fois, je me suis demandé quels étaient les enjeux. C'est-à-dire, alors, je lui prête des pensées qui sont forcément pas les siennes, parce que c'est pas quelqu'un qui a eu une éducation, mais à chaque fois, je me disais, avec telle pensée, il en ferait quoi? Quelle a été son éducation? C'est quelqu'un qui vient il a eu l'école des psaumes, et puis après, il a eu l'école militaire. Ça veut dire que j'ai un lexique qui est à la fois martial, mais en même temps catholique. À chaque fois, je me le posais comme ça. C'est un livre vraiment, vraiment passionnant. Il s'intitule « Vaincre à Rome ». Merci Sylvain. Il faut absolument que vous le découvriez. Alors, il est sorti en poche aussi. C'est peut-être pour ça qu'on en reparle aujourd'hui, puisqu'il était effectivement sorti il y a 2 ans, mais il vient de ressortir en Babel. C'est l'occasion de faire le marathon le moins fatigant du monde, voilà, dans un canapé, avec un verre de vin rouge, et dire, moi j'ai fait le marathon à Rome. Voilà. Temps de lecture, 2h15, le temps du marathon. Sophie Bessis, on va continuer avec ce livre. Je vous écris d'une autre rive, Lettre à Hannah Arendt. Mais d'abord, un petit mot de présentation. Vous êtes historienne, féministe, politologue, journaliste, militante. Ça fait beaucoup de choses. Mais vous vivez entre Paris et Tunis. Vous êtes autrice d'une 15aine d'ouvrages consacrés à l'étude des relations Nord-Sud et plus spécialement à l'Afrique subsaharienne et au Maghreb, ainsi qu'à la condition des femmes dans le monde arabe. Aux éditions Elisade, qui est dont on parle beaucoup, pendant ce café littéraire, plateau, avec des très beaux livres. Vous avez co-dirigé avec Laïla Sebar le recueil Enfance tunisienne en 2010.
Et vous avez publié le récit Dedans, dehors, 2010 aussi, réédité la biographie de Bourguiba. Je ne sais pas pourquoi rééditer, parce qu'elle était parue ailleurs auparavant. Tout à fait. C'est un ouvrage, cette biographie, qui est paru en 1988 et qui était épuisé depuis longtemps et qui a été réédité en 2012 après la Révolution avec une préface que j'ai faite post-révolutionnaire, si vous voulez. Voilà. Et puis Les Valeureuses, 5 Tunisiennes dans l'histoire en 2017. Et donc aujourd'hui, c'est une lettre que vous nous proposez, une lettre à Hannah Arendt. Je vous écris d'une autre rive. Alors déjà, le titre, évidemment, on entend de suite d'où ça part, d'un autre regard, d'une autre manière de voir les choses, en même temps avec une réelle admiration portée à Hannah Arendt qui s'entend ou qui se lit plus exactement de suite. Et évidemment, la question, c'est pourquoi à un moment vous écrivez à Hannah Arendt? Oui, Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui me prend, effectivement? Si vous voulez, j'ai beaucoup lu Hannah Arendt sans être philosophe. Moi, je suis une historienne, comme vous l'avez dit, de formation. Je ne suis pas philosophe. Bien qu'ayant beaucoup fréquenté les philosophes, et pour des ouvrages antérieurs, j'ai beaucoup lu Arendt. Et Arendt a ceci de particulier pour moi, par rapport à ce qui m'intéresse, ceci de particulier, qu'elle a couvert une partie du XXe siècle. Elle est née en 1906, elle est morte en 1975, donc elle a couvert la partie la plus tragique, peut-être, ou une des parties les plus tragiques de ce XXe siècle. Ensuite, voilà une philosophe qui se réclame de la tradition philosophique allemande et qui dit par ailleurs, dans certaines de ses interviews, je ne suis pas philosophe, je suis une analyste politique. Et là, je la rejoins, si vous voulez, dans la mesure où j'ai passé ma vie à essayer d'analyser le monde dans lequel nous vivons et le Sud dans lequel je suis né, dans lequel je vis une partie de ma vie. Et donc, les écrits, toute l'œuvre d'Hannah Arendt est une œuvre politique. La totalité de son œuvre, évidemment, les origines du totalitarisme, son analyse du fascisme, etc., est une œuvre politique. Mais elle a des écrits plus directement politiques. Et donc, j'ai voulu l'écrire parce que elle m'a permis, parce que c'est toujours un prétexte, évidemment, bien sûr, c'est un prétexte, elle m'a permis d'aborder deux questions. Une question sur laquelle j'adhère à son analyse et une question sur laquelle je la récuse profondément. La question sur laquelle j'adhère à son analyse, c'est qu'elle fait du nationalisme la matrice de tous les totalitarismes. Et je prends une question qui, pour des raisons à la fois analogues et différentes, nous ont intéressés toutes les deux, la question du sionisme. La question, elle a beaucoup travaillé sur cette question, et Hannah Arendt, comme beaucoup d'ailleurs de philosophes allemands d'Europe centrale de sa génération, était antisioniste. Et il ne faut pas oublier que l'antisionisme est né chez les intellectuels juifs de l'entre-deux-guerres, avant l'arrivée du nazisme, évidemment, qui a totalement changé la donne. Et sa critique du sionisme et partant du nationalisme, je l'ai trouvée tout à fait passionnante et je l'ai appliquée à la région à laquelle je m'intéresse depuis longtemps, presque depuis toujours, dirais-je, qui est le monde arabe. En essayant parce que je suis une antinationaliste comme Arendt. Voilà. Le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est le refus total de l'altérité, de quelle que soit la forme de cette altérité. Et dans les origines du totalitarisme, Arendt l'explique extrêmement bien. Et donc, je fais une analyse en essayant de montrer comment, pour remodeler totalement l'histoire du monde arabe, dans la période consécutive à la Deuxième Guerre mondiale, et donc au génocide, nationalisme arabe et sionisme, donc nationalisme arabe et nationalisme juif, ont été des ennemis complémentaires, pour reprendre la formule de Germaine Tillon, et se sont nourris l'un l'autre pour retrouver et pour essayer de mettre en œuvre le fantasme de la pureté. La pureté arabo-musulmane d'un côté, la pureté juive de l'autre. Et donc, ils ont été des facteurs d'exclusion. Et donc, ça, c'est la partie qui me fait adhérer. Vous vous rejoignez là-dessus. Où on se rejoint là-dessus. La partie que je conteste, Arendt est
profondément européenne, c'est une philosophe qui a abordé la question de l'altérité d'une façon tout à fait magistrale, et d'autres, mais elle reste totalement européocentriste. Arendt est incapable de penser une civilisation qui n'est pas sa matrice en Occident. Voilà. Et cela, lui, bien qu'elle ait pensé l'altérité, c'est ça la grande contradiction de Arendt, et cela, lui, l'interdit en fait de voir des choses, et du fait de cet, à un moment, je la cite par exemple, elle est parfois effarante, Arendt, malgré son immense intelligence, quand elle dit que le mandat, l'institution du mandat, est fait pour des peuples qui n'ont pas appris à se gouverner eux-mêmes. Bon, je veux dire, je la cite avec des guillemets, hein, ça... on a envie de dire à Arendt, mais l'histoire longue, vous n'en avez jamais entendu parler avant que... Elle en parle à propos du mandat de la Grande-Bretagne sur la Palestine. Hein. Enfin, la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman a quand même été un des plus grands empires méditerranéens du 15e un exemple sous les yeux, pourtant, du coup. Elle avait l'exemple sous les yeux, et qui ressemblait d'ailleurs frappamment à l'Empire austro-hongrois sur un certain nombre de choses. Et donc là, je fais toute une critique de l'eurocentrisme d'Arendt pour essayer de montrer que cet eurocentrisme, cet occidentalocentrisme d'Arendt, qui est commun à l'ensemble de la pensée du XXe siècle, bien sûr, sans remonter au siècle précédent, qui est commun, et donc qui induit chez des penseurs qui sont des penseurs totalement exceptionnels une part d'ombre, une part de cécité tout à fait... qu'il convient d'interroger aujourd'hui, c'est-à-dire l'impossible décentrement. Alors, là, on comprend bien l'intérêt pour la pensée d'Hannah Arendt. En même temps, c'est aujourd'hui que vous lui envoyez cette lettre. C'est-à-dire que vous écrivez, hein, au début du livre, à l'heure où j'entame ces lignes, nous sommes tout au bord d'un abîme. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que vous trouvez la nécessité de lui écrire. Pour deux raisons. Il y avait un certain temps que j'avais envie d'écrire à Hannah Arendt, justement pour développer toutes ces questions dont je viens de parler. Et puis arrive le Covid et arrive le confinement. Et au début du confinement, je me dis, bon, parce que je me disais, arriverai-je à lui écrire? D'abord, je m'attaque quand même à forte partie. Ça, c'est quand même le moins que l'on puisse dire. Est-ce que je vais arriver à lui écrire? Est-ce que je vais arriver à entamer cette lettre en disant « je vous écris » ? Non. Si j'y arrive pas, bah, tant pis, je ferai autre chose. Et deuxièmement, tout de même, Arendt n'a pas été seulement une philosophe, une analyste du politique immédiat, mais elle a été une grande philosophe du rapport entre nature et culture. Et c'est une immense philosophe, et je pense à la crise de la culture, entre autres, bien sûr. Et commencer ce texte au début du confinement m'a amené à élargir la focale, en fait. À élargir la focale, c'est-à-dire à dire, mais notre rapport à l'autre, c'est pas seulement à l'autre humain, c'est à l'autre vivant. Voilà. Et donc, je me suis servi aussi de Arendt pour aborder, même si c'est de façon marginale dans le texte, mais pour élargir la question de l'altérité. Pour élargir, en disant, au fond, nous, humains, alors chacun a ses impossibles, chaque groupe humain a ses impossibles, chaque groupe humain pense ou ne pense pas différemment l'altérité, mais la chose peut-être qui réunit notre humanité moderne, c'est l'incapacité de penser l'altérité du vivant. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est aussi ça, l'autre rive, finalement ? L'autre rive qui est peut-être le reste de la nature en dehors de nous. Alors là, vous me donnez une excellente idée. Peut-être que je vais faire une suite à la lettre. Peut-être que je vais faire une suite à la lettre. Non, quand je dis l'autre rive, c'est justement dans la partie où je conteste Arendt. Et en disant, vous auriez été incapable de me comprendre puisque je me définis comme juif arabe. Et ça, vous ne pouvez pas penser. Ça. Vous ne pouvez pas penser cette réunion du binôme. Voilà. Et donc, je lui dis, je vous écris de ma rive. Et ma rive, c'est la rive sud. Et je peux vous interroger de cette rive. J'ai les outils pour vous interroger de cette rive. Et je ne m'interdis pas de vous interroger à partir de cette rive, bien que, même si je vous écris à partir de la rive sud, à partir de mon allégorie de mon rocher de Carthage,
Bon, puisque c'est à Carthage que je vis une partie de l'année, ne m'interdit pas d'être tout. Pas seulement quelqu'un du Sud. Je suis du Sud, je suis du Nord, je suis d'ailleurs, je suis d'absolument partout. Et vous n'avez pas été capable de penser quelqu'un qui est de partout. Mais mon lieu privilégié, c'est ce petit rocher au bord de la mer, sur la rive sud. Ce livre a deux fins, cette lettre a deux fins, puisqu'il y a un post-scriptum, il y a un premier confinement, et puis il y en a un deuxième. Et du coup, vous avez terminé le livre, écrit peut-être pas tout à fait pendant le confinement, mais quand même, ça recouvre cette période-là, et puis ça recommence en quelque sorte. Du coup, vous lui écrivez une deuxième fin, et je trouve que ce post-scriptum, il est vraiment intéressant. Oui, si vous voulez, Arendt, là aussi, mais ce n'est pas du tout péjoratif du coup là, elle aide à la fois à espérer et à désespérer. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça dépend, tout dépend de la... Parce qu'au fond, dans son analyse du totalitarisme, elle aide à désespérer, ou dans son analyse de la crise de la culture, elle aide à désespérer. Et puis, il y a des phrases d'elle qui ouvrent des perspectives, sur la possibilité pour l'humanité de continuer à vivre. Et donc, j'avais fini effectivement le texte, et puis avant de le donner à mon éditrice, je me suis dit quand même, je vais faire une deuxième petite fin, parce que c'était 3 mois après ou 4 mois après la fin du texte. Et on avait eu le temps de réfléchir à la manière dont on allait imaginer le monde d'après. Et là, si vous voulez, là, je reprends d'une certaine façon, dans ce post-scriptum qui fait 2 pages, en même temps, je désespère. Je désespère dans la mesure où, je dis au fond, on nous a bassinés pendant le confinement en disant après, ça sera plus comme avant, on va tout changer, on a compris, on a appris. Et, comment dire, le monde d'avant revient plus revigoré que jamais, avec les mêmes erreurs, avec les mêmes horreurs. Voilà. Bon. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas, dans cette déréliction générale dans laquelle nous vivons tout de même, car nous sommes dans un monde en déréliction, que l'on le veuille ou non, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'ouverture? Et je termine par, c'est drôle d'ailleurs, par la citation d'un auteur que je n'aime pas, qui est Giraudoux. Qui est Giraudoux, mais dont j'aime une des œuvres, qui est Electre, qui est une pièce absolument magnifique. Et je termine sur la fin d'Electre, sur ce que c'est que l'aurore. Est-ce que vous voulez que je le lise? Ça ne dévoile rien de tout le reste, donc ça va. Hein. Et non, puis ça, et ça nous fera du bien. Non, c'est pas un polar du tout. C'est pas un polar. Et ça nous fera du bien. Electre. Donc c'est votre livre, mais c'est les mots de Giraudoux. C'est le texte de Giraudoux, à la fin. Là, je termine par la citation des dernières phrases de la pièce de Giraudoux, Electre. Electre. Où nous en sommes? La femme Narcisse. Oui, explique. Je ne saisis jamais bien vite. Je sens évidemment qu'il se passe quelque chose, mais je me rends mal compte. Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève, comme aujourd'hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire, et qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, mais que les coupables agonisent dans un coin du jour qui se lève? Electre. Demande au mendiant, il le sait, le mendiant. Cela a un très beau nom, femme Narcisse. Cela s'appelle l'aurore. Bravo. Ça donne très, très envie de lire ce livre. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va enchaîner avec le livre de Samy Tchak, Le continent du tout et du presque rien. Samy Tchak, je rappelle, est né au Togo, études de philosophie à Lomé, qu'il enseignera pendant un temps, puis études de sociologie à la Sorbonne. Il va travailler à Cuba, au Mexique, en Colombie. Il écrit des essais et des romans. Dans les premiers, moi, je l'ai trouvé très choquant la plupart du temps. Oui, ça, tu me l'avais dit. Ouh, oui. Il le fait exprès, tu sais. Oui. Non, mais il s'est un peu calmé quand même, je trouve. L'âge. Ah, je ne sais pas si c'est l'âge. Oui, Je ne sais la pas. sagesse vient avec l'âge.
Donc, il a écrit Place des Fêtes chez Gallimard, paru en 2001, Hermina, toujours dans la collection Continent Noir chez Gallimard, 2003, La Fête des Masques, en 2004, Le Paradis des Chiots chez Mercure de France en 2006, Les Filles de Mexico, Mercure de France, Al Capone le Malien, au Mercure de France toujours, La couleur de l'écrivain à la cheminante, et Ainsi parlait mon père chez Jean-Claude Lattès en 2018, et Les Fables du moineau, dont on a parlé déjà, chez Gallimard Continent Noir en 2020. Il fait partie de la famille Étonnant Voyageurs. Samy nous a accompagnés un petit peu partout dans toutes nos pérégrinations à l'étranger, et puis ici, bien sûr. J'aime l'écouter. Alors, vous voyez, je suis assez franche. Je lui avais dit que certains de ses livres me choquaient beaucoup au tout début. Et ben là, je trouve qu'il parle de plus en plus comme un sage. Et je me dis que c'est peut-être après avoir écrit « Ainsi parlait mon père ». Car les anciens ont toujours à nous apprendre, n'est-ce pas? Oui. Non, mais c'est vrai que Ainsi parlait mon père a été un tout petit tournant, sauf que ça, il faudrait que je sois franc, hein, parce que à l'intérieur d'un écrivain, il y a toujours quelque chose qui boue, et il n'est pas impossible que le Samy qui t'a beaucoup choqué revienne. Parce que non, c'est vrai, parce que je préfère le dire. Il fut un moment, on me dit, j'ai quitté l'Afrique pour l'Amérique latine, je ne parle pas. Et puis bon, il est revenu à l'Afrique, donc pour le moment, oui, j'estime quand même que Ainsi parlait mon père a été une sorte de rupture avec les mêmes thématiques, mais une rupture dans le ton. Au fond, j'ai dit la même chose, mais comme tous les écrivains, quand ils prétendent avoir un renouvellement, je change la manière de le dire. Alors, Le Continent du tout et du presque rien, qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès, qui est paru en 2021, c'est ton 10e roman, je crois. Oui. Et il dresse un panorama éminent des théories élaborées depuis des décennies sur le continent africain, en mêlant érudition et humour. Il faut dire que tu mets en scène un monsieur qui s'appelle Maurice Boyer, qui est un monsieur issu d'un modeste milieu rural français, qui va arriver à Paris pour entamer des études d'ethnologie à la Sorbonne. Et il est très admiratif de ce que fait son maître Georges Balandier. Et il va partir pour ses recherches doctorales dans un village du Togo. Il va y rester 2 ans, et je crois que ce sera le grand choc de sa vie. Voilà. Et pourquoi avoir voulu raconter cette histoire de la part d'un ethnologue blanc? Bon, disons que ça fait... l'exercice commence à être un peu familier sous ma plume, hein, parce que ça fait la 3e fois que je le fais. Il a d'abord existé l'ethnologue Maurice Boyer dans le roman L'ethnologue et le sage, très court roman qui va devenir le cœur même de celui-ci. Et aussi René Chérin qui part en Afrique pour un reportage en Guinée, au Mali, dans Al Capone le Malien. Pour l'ethnologue, je pense qu'il y a une simple question de crédibilité. Je n'aurais pas été crédible en envoyant un ethnologue noir africain observer une société africaine dans les années 1970. Non. Déjà, ça n'existait pas, les ethnologues africains qui observaient leur propre société de cette manière-là, avec l'idée de l'immersion ou de l'observation participante à la manière dont Malinowski l'avait dit. Le cœur du livre est peut-être ce que Sophie Bessis dit, parce que Sophie, on se connaît avec Bios Diallo, on a déjà... Mais moi, je me suis nourri quand même une partie de ma vie de ce que Sophie écrit. Disons que le cœur du livre, si on doit le résumer, il est quand même dans ce que j'appelle si c'est réussi, je parlerai de l'universalité, de la verticalité occidentale européenne. À partir de cette verticalité où l'Europe, une partie de l'Europe, a réussi à se penser comme au sommet, et tout le reste dans une hiérarchie déclinante jusqu'au noir, il s'est produit une chose. Peut-être que Sophie reproche à
Hannah Arendt, mais que nous pourrions nous reprocher à nous tous, ce que je fais dans le livre. C'est qu'à un moment, la pensée eurocentriste a été d'une telle puissance qu'elle a irrigué nos propres esprits. Et nous nous sommes retrouvés à lutter contre elle en ne parvenant qu'à la renouveler. Nous nous pensons nous-mêmes à partir du paradigme européen. Je lis des auteurs africains que je cite, les Felwine Sarr, Achille Mbembe, qui parlent du décolonial ou à partir des théories de Walter Mignolo et tout. Mais au fond, la tentative est peut-être louable. Le fond l'est tout aussi parce que nous sommes en train de tourner autour du même pivot, c'est-à-dire là où nous avions été pensés, d'abord comme objet de pensée, avant que nous ne nous mettions à penser. Ce eurocentrisme qui est en nous, dans la mesure où nous avons été coulés dans les mêmes moules, quand même, quelque part, nous sommes arrivés à cette contestation à partir des mêmes moules. Cet eurocentrisme est au cœur même de la complexité du travail de l'ethnologue. Mon personnage principal, Maurice Boyer, qui est un étudiant de Georges Balandier, part avec de bonnes intentions. Oui, il est plein de bonnes intentions, il faut le dire. Aller étudier l'autre. Le vrai problème, c'est que quand il arrive chez l'autre, non seulement l'autre a aussi une capacité de regarder, mais c'est qu'il se rappelle qui il est, ou il est obligé de se rappeler qui il est. Et là, toute la complexité de l'altérité se pose. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, c'est sûr. Le problème, c'est que quand on vient à une réflexion très sincère sur soi-même, on se rend compte de l'impossibilité au cœur même de nos démarches intellectuelles à transcender des contradictions dont nous sommes conscients. Tu voulais dire Non, j'avais l'impression que Sophie voulait dire Sophie quelque chose, parce que c'est possible. Sophie, hein. Sur la question de l'universalisme, ce que dit Samit-Chak me semble extrêmement juste. C'est la raison pour laquelle, progressivement, j'ai totalement abandonné, pour ma part, l'usage de ce terme. J'ai totalement abandonné l'usage de ce terme dans mes derniers livres. Non pas, je n'ai pas abandonné la question de l'universel, jamais, mais parce que l'universalisme, tel qu'il a été en termes de rhétorique, a été un outil de la domination européenne. Et c'est transformé. Au fond, c'est au nom de cet universalisme que les Européens sont allés coloniser, etc., etc. Donc moi, maintenant, j'emploie le terme d'universel. Oui. Voilà. Et le terme d'universel me permet de déconnecter les principes qu'il contient. Voilà. Tu fais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu fais intervenir un imam dans ce village qui dit à Maurice, tu es venu ici avec la saine intention de nous observer, de nous comprendre, Maurice, mais en vérité tu continues la grande œuvre occidentale, penser les autres, produire du sens sur eux et les mettre dans la situation des poissons pris dans un filet. Ils se débattent pour s'en libérer et meurent asphyxiés. Voilà. Alors, oui. Oui, non, mais c'est quand même justement ça le problème, parce que se rendre compte du problème, se rendre compte du problème n'est pas une chose nouvelle. En sortir est peut-être l'effort vain que beaucoup d'intellectuels quand même font depuis toujours. C'est-à-dire, on passe de contradiction en contradiction et on reste quand même dans le même moule. Ce n'est peut-être pas comment se penser ou comment penser l'autre, parce que l'autre nous a pensé, on pourrait le penser aussi. Comment le penser à partir d'un renouvellement de cette conception-là de l'universalisme. Il y a les travaux de Souleymane Bachir Ndiaye qui sont aussi quelque part, pour moi, parce que je me nourris quand même de tous ces penseurs, une forme d'ouverture. L'universel ou l'universalisme peut être des universalismes. Le travail de Souleymane Bachir nous sort de l'idée d'un point unique comme lieu de l'universalisme. Quand il arrive dans... Oui, voilà. Quand Souleymane Bachir aborde... Voilà, quand mon ethnologue arrive dans ce village-là, peut-être que c'est à ça qu'il se heurte, parce qu'il y a un imam
dans un village où il pensait retrouver des paysans n'ayant pas les outils de comprendre, lui, sa science, il retrouve un imam qui a fait des études de philosophie à la Sorbonne et qui lit Yankelevitch, à qui je fais clairement référence, à qui je fais un clin d'œil avec le titre le je ne sais quoi, le presque rien, qui a un des 3 volumes portant sur le malentendu. Donc c'est à ce niveau-là qu'il tombe sur cette question-là à laquelle il n'avait pas pensé en croyant être situé dans sa hiérarchie face à des paysans dans un petit village. Les réflexions de l'imam sont extraordinaires. Alors, il se défend bien sûr, parce que c'est un honnête homme. Je ne me considère pas comme un continuateur de la mission coloniale. Je suis un modeste étudiant qui vient tenter de comprendre à partir d'ici, à partir de ce village. Et l'imam lui dit, comprendre ce que tu crois déjà savoir. Et en plus, c'est ce qu'il ajoute, c'est dans tous les cas, Maurice, après tes travaux sur eux, les Tédiens, donc les habitants passeront leur vie à se mirer dans ton regard. Eh bien oui, c'est ça le plus grand paradoxe, parce que le fait d'avoir pensé l'autre, de l'avoir à un moment élevé sur l'échelle de l'humanité vers celui qui l'a pensé, le rend redevable au regard qu'on a posé sur lui. C'est pour ça que je cite même quelqu'un que j'ai beaucoup lu, que je n'ai pas connu, parce que j'ai connu Balandi, mais pas lui, Marcel Griol. Son travail sur les Dogons, il y a quand même certains Dogons instruits dans le système occidental en sont fiers, parce qu'il a réussi à montrer qu'ils ont une rationalité philosophique digne de la rationalité philosophique des Occidentaux. Ça, c'est quand même l'une des formes de domination les plus pernicieuses qui soient, c'est-à-dire la fierté que nous pouvons tirer du regard que l'autre a posé sur nous à partir de lui. C'est-à-dire, il nous a pensé à partir de ses propres paradigmes, et à partir de là, il essaie, par une sorte d'humanisme généreux, de nous élever au rang des humains. Et nous nous disons, mais même eux, ils l'ont dit, nous sommes des humains comme vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est rejeté par le village et finalement, il n'arrive à parler qu'avec l'imam. À un moment, la seule amitié qu'il garde au sein de ce village, c'est finalement avec celui qui est également étranger au village. Tu l'écris. Donc finalement, la compréhension vraiment de cette altérité, elle passe par un autre étranger. Comme s'il y avait besoin, finalement, de se retrouver confronté à soi-même, finalement, en discutant avec l'imam, peut-être. C'est parce que peut-être l'imam est beaucoup plus un homme des carrefours. Les Tédiens sont de l'ethnie Tem. Les parents de l'imam sont de l'ethnie Tem. Ils ont quitté le pays sous la colonisation allemande. L'imam est un représentant de la première domination, disons spirituelle, que ces peuples ont connue, c'est-à-dire l'islamisation. Il est un des représentants de cette domination et il a fait des études de philosophie à Paris. Il est au cœur de tout ça. Il a la possibilité de décentrer le lieu de la réflexion sur l'autre que Maurice Boyer n'a pas, puisque Maurice Boyer, même s'il vient d'un petit village français, est tout simplement et juste ce qu'il est, c'est-à-dire un produit de la Sorbonne. L'imam n'est pas juste un produit de la Sorbonne, c'est l'homme capable aussi de réfléchir l'islam au point de développer une théorie peut-être un peu originale pour un imam. C'est quand même sa théorie sur Dieu n'existe pas, de la part d'un imam, même si, bien évidemment, à partir d'un moment, il essaie quand même de replacer Dieu au cœur d'une réflexion beaucoup plus complexe, mais il maintient l'idée que face au mystère, Dieu, Allah, n'est qu'une fabrication assez fragile des humains. Il n'existe pas. Le mystère existe et le mystère n'attend rien de nous. Les réflexions de l'imam portent une complexité humaine que Maurice Boyer n'était pas préparé, lui, à absorber, pas encore dans la mesure où il allait à l'autre avec une générosité de celui qui se situe vers le sommet de cette hiérarchie qui le portait. Il y a un chapitre qui est très intéressant aussi, celui qui s'intitule « L'anthropologue et le poète ». Et je me disais, parce que là, tu fais référence à un colloque qui... Oui. Et je me suis dit,
il a vraiment existé, ce colloque. Oui, ben, le vrai problème, c'est peut-être ça qui est ma petite chance ou mon petit privilège, c'est que, ayant fait un doctorat de sociologie à la Sorbonne, ben, il arrive des moments où, se trompant royalement, des gens me mettent du côté des intellectuels, donc ils m'invitent à des colloques universitaires, ce que c'est pas mon milieu, les universitaires, mais bien que je ne sois pas capable de produire des réflexions à la hauteur des leurs, j'ai la chance de les écouter. Et parfois, ce qui m'amuse quand même dans les colloques, c'est vraiment la mise en scène quand même grotesque des concepts d'un poids lourd pour du sens très tenu. Et ça, je trouve ça magnifique pour les humains. On fait un colloque, 3 jours, on parle de concepts avec les ismes, IT, et on sort de là, on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-être beaucoup de choses que mon intelligence ne m'a pas permis de comprendre, mais en même temps, comme j'ai quelques codes qui ressemblent aux leurs, s'il y avait eu, ne serait-ce qu'un jour, où une idée originale avait émané de leur discours, j'aurais pu m'en rendre compte. Et je pars de là et bon, ça me permet parfois de rire un peu de tout ce spectacle. J'en ris d'autant plus que je ne fais pas partie de là pour qu'on me renvoie quand même la critique que je fais des autres. C'est pour ça que je suis tout simplement écrivain, c'est-à-dire celui qui n'a de compte à rendre à personne. Et ça, c'est formidable. C'est une très bonne position. Et peut-être pour revenir à ce que tu disais et qui peut terminer la rencontre, moi je suis pas sûr que le livre soit pas choquant. Je pense qu'il y a, à mon avis, tu vas avoir des retours de personnes choquées avec ton. Choqué comme toi, pas encore. Bon, non, il faut avouer que c'est pas tout le monde qui me dirait comme toi, tu me le dis en face. Oui, j'ai été choqué. Je fais référence à des vieux livres. Oui, voilà. Non, personne ne m'a encore dit ça pour le moment. Oui, non, ça arriverait peut-être. Voilà, le livre de Samy Tchak, Le continent du tout et du presque rien, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà, je le fais voir à la caméra en essayant de le centrer comme il faut. Voilà, merci. Je vous écris d'une autre rive de Sophie Bessis, Lettre à Hannah Arendt aux éditions Elisade. Et puis le livre de Sylvain Coher, Vaincre à Rome, paru aux éditions Actes Sud. Voilà. Un livre sportif. Vous allez aller les signer, ces livres encore, je suppose. Hein, voilà. Merci à tous les trois. C'était un très joli moment partagé, vraiment. Merci beaucoup.